Bonjour à tous. Le thème du webinaire d'aujourd'hui est assurer le bien-être de votre conjoint advenant votre décès. C'est important pour nous de préciser que c'est un webinaire qu'on a monté pas seulement parce que l'idée nous est venue, mais surtout parce que, à travers le sondage qu'on avait réalisé auprès de la clientèle en janvier 2020, on s'est rendu compte que, les clients avaient un intérêt pour ce sujet-là. Donc on a décidé de monter ce webinaire. Évidemment, on essaye toujours là de faire les choses de façon personnalisée et de répondre, le plus possible, à vos objectifs. Donc, c'est la raison de ce webinaire aujourd'hui. Ça va être une édition podcast, donc un petit peu différent des webinaires habituels. Vous n'aurez pas nécessairement besoin de suivre l'écran, plutôt de bien tendre les oreilles et de nous écouter. Donc, ça sera animé par Myriam et par moi aujourd'hui. Oui, Heu, bonjour Christelle. oui, bonjour Myriam. Vous verrez que sur chaque slide, vous verrez nos photos. Donc, vous ne nous verrez pas nous-mêmes là en personne pendant le webinaire, mais heu, vous aurez là toujours le visage sur chacune des slides. Donc, si ça vous tente d'augmenter un petit peu le son, puis de vaquer à vos autres occupations et de nous écouter, libre à vous. C'est vraiment une édition podcast, donc ça se fait très bien. Ça se ferait très bien. La gestion de patrimoine, donc vous savez que, notre offre de service ne concerne pas seulement donc la gestion des portefeuilles et les placements, c'est vraiment là plusieurs autres services connexes qu'on apporte et le fait justement d'avoir ces services connexes-là, ça nous permet souvent de déceler des opportunités, de faire des liens et de faire en sorte que les objectifs des clients sont répondus vraiment le mieux possible. Donc, quand on regarde aujourd'hui, dans les différentes sphères de la gestion de patrimoine, celles qui seront concernées par le webinaire d'aujourd'hui, donc assurer le bien-être du conjoint advenant le décès, les sphères concernées seront la fiscalité, donc il y a quand même un aspect de la fiscalité à considérer, mais dans le cas d'une planification première décès, disons qu'on a la fiscalité de notre côté versus dans un cas où on parlerait de deuxième décès. Une deuxième sphère qui sera concernée aujourd'hui, c'est la planification successorale, bien évidemment, parce qu'on est dans un terme, on est dans un thème donc de décès, donc vraiment là, ce qui se passe après. Et un autre aspect très important, c'est les assurances, parce qu'évidemment, quand on parle de décès, les assurances, c'est un mécanisme qui est enclenché au décès. Donc sans décès, il n'y a pas d'assurance qui est versée. Donc bien évidemment, on va en discuter aussi un petit peu, aujourd'hui. Donc l'ordre du jour, c'est vraiment là des considérations, des choses à considérer, à penser, à des choses sur lesquelles il faut se questionner pour voir si, on fait en sorte que notre conjoint, que ça se passe le mieux possible pour lui une fois qu'on est parti. Donc, premier aspect, ce sont les affaires personnelles, donc regarder si tout est en ordre. 2e aspect, donc concerne un petit peu plus les finances. Donc là, on rentre un peu plus dans le détail en termes de finances, en termes de ce qui se passe, les conséquences un petit peu là monétaires de notre décès. Et le 3e aspect, bien évidemment, beh, c'est le testament. Donc s'assurer que, il est fait, premièrement, et qu'il est bien fait, deuxièmement. Christelle, si je peux interrompre tout de suite, Bien je vais sûr. juste mentionner que, la boîte de questions-réponses est disponible. Donc, juste en haut dans le menu, vous allez pouvoir voir des 2 petites bulles avec un point d'interrogation et ça vous permet d'inscrire directement vos questions dans une petite boîte. Donc, si vous voulez les inscrire durant, le webinaire, moi, je vais les garder proches, donc je vais pouvoir les mentionner directement. Donc, ça va nous permettre d'avoir une petite échange en quelque sorte ou si vous voulez attendre à la fin aussi, il n'y a pas de problème. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, absolument. Merci Myriam. Donc la première considération quand on veut assurer le bien-être de son conjoint advenant son décès, beh, c'est de prendre en considération les émotions qui viennent avec un deuil. Donc on peut l'avoir déjà vécu, on peut ne pas avoir vécu un gros deuil, mais c'est une émotion qui est très difficile à gérer et une pensée qui pourrait être là, préparée pour son conjoint, c'est de préparer une lettre. Donc une lettre vraiment personnelle où on ne parle pas de finances, on ne parle pas de dispositions, de testament ni rien. Donc, une lettre personnelle dans laquelle on s'adresse à notre conjoint et dans laquelle on rédige des mots qu'on pense qui pourraient le rassurer, qui pourraient le consoler une fois qu'on est parti.
Donc, on peut décider de lui mentionner que cette lettre existe, mais on peut aussi, lui laisser la surprise et donc vraiment là, la déposer avec le testament, peu importe où le testament est déposé, si c'est avec le notaire ou autre. Donc on pense que ça peut être une belle touche qui peut vraiment permettre là un deuil un petit peu plus doux, un petit peu plus délicat. Le deuxième aspect à considérer dans le deuil, c'est d'être entouré. Donc souvent quand on vieillit ou, on est souvent les 2 à la maison, oui, on va voir nos amis, on va voir un petit peu notre entourage, mais c'est de s'assurer qu'une fois qu'on est parti, l'entourage va être quand même présent, pour notre conjoint, qui va pouvoir se sentir là confortable de les contacter ou qu'eux-mêmes feront le 1er pas et peut-être, assurons là quelques visites à la maison, des appels téléphoniques, juste pour que la personne endeuillée, se sente entourée, ne se sente pas seule. Parce que vivre un deuil seul, ouf, il y a beaucoup de mauvaises pensées, des pensées qui sont un petit peu plus sombres qui peuvent survenir, donc juste s'assurer là que notre conjoint est bien entouré. L'autre aspect qui est important, c'est quand notre conjoint va vivre le deuil, oui, c'est bon que l'entourage soit présent, les enfants, la famille, les amis, mais parfois le deuil, c'est quelque chose qui peut durer longtemps. Donc, par exemple, là, si je prends mon cas personnel, ma mère a perdu son père et ce qu'elle m'a avoué, c'est que c'est une émotion qui dure longtemps puis que ça lui fait encore mal. Donc, dans bien des cas, ça pourrait être pertinent, de s'assurer qu'il y ait un suivi qui soit fait donc d'un point de vue professionnel. Donc peut-être un psychologue, quelqu'un qui est spécialisé dans la santé mentale, juste de s'assurer que les conséquences de ce deuil-là ne durent pas vraiment là des années, mais qu'on puisse vraiment réussir à vraiment consoler la personne endeuillée et qu'il n'y ait pas de conséquences néfastes là, donc qu'on ne fasse pas, qu'on tombe pas dans des dépressions chroniques ou des choses comme ça. Donc c'est important de considérer cet aspect émotionnel-là et on pense qu'il vient vraiment avant tout, avant toutes les autres considérations, avant, le testament, avant les finances, avant et cetera. Le plus important, c'est qu'on est humain, on a des émotions et quand on perd notre conjoint et beh, c'est de gérer ses émotions et de se laisser le temps de les vivre aussi, de les accepter. Donc c'est vraiment la première considération qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Mmh. Et aussi, la lettre, en fait, dont Christelle a parlé, peut nécessairement aider pour ce suivi-là, justement. Un petit rappel que le conjoint était là, qui va continuer à vous aimer, peu importe. Donc, ça peut justement aider pour ça. Et la lettre, Christelle, ce qu'elle a mentionné, c'est que oui, ça peut être une petite surprise, mais en fait, qu'est-ce qu'on conseille, c'est nécessairement laisser peut-être une petite note ou quelque chose du genre, juste pour que le conjoint soit au courant qu'il y a une lettre qui est laissée soit dans une boîte souvenir, dans un tiroir et que si vous allez de l'avant justement, ben, juste qu'il soit au courant qu'il y a une lettre, pardon, et qu'elle ne reste pas dans l'oubli, en quelque sorte. Donc, vous pourriez aussi, comme Christelle l'a mentionné, l'annexer à votre testament notarié. Donc, votre notaire pourrait remettre la lettre au, destinataire justement, donc ça pourrait permettre d'avoir, un petit suivi à ce sujet-là. Donc, si vous désirez, bel et bien faire une lettre, ces 2 petites idées qui pourraient vous, donc soit le laisser à la maison à quelque part, mais juste laisser sous-entendre peut-être qu'il y a quelque chose, soit via une petite lettre ou peu importe, ou sinon avec, le notaire, avec le testament. Oui, absolument, Myriam. Cette dernière recommandation nous emmène à notre prochain sujet, soit les dispositions funéraires. Vos volontés apparaissent habituellement au testament, ça dépend des notaires, mais habituellement, ça y apparaît, mais ils peuvent ne pas être très détaillés. On vous invite fortement à avoir une discussion avec votre conjoint pour faciliter la prise de décision du conjoint survivant. Parce qu'on sait que cette responsabilité-là, en fait, quand une personne décède, est habituellement prise par le conjoint. Mais s'il n'y a jamais eu de discussion entre conjoints à savoir ce que vous désirez en tant que tel, en tant que disposition funéraire, comment le conjoint est supposé le deviner pour vous? C'est beaucoup plus facile justement de prendre la décision claire si la décision, en fait, la discussion a été faite en quelque sorte, parce que la facture, elle peut monter rapidement. En cas de décès, on est dans nos zones on est dans nos pardon, on est dans nos émotions, donc on essaie de choisir
ce qu'on veut de mieux pour le conjoint, mais est-ce que ce qu'on choisit, c'est nécessairement ce qui va coûter le plus dispendieux? Pas nécessairement, mais vu qu'on est dans nos émotions, on veut prendre le mieux pour notre conjoint, donc souvent, c'est de prendre le plus d'options en quelque sorte, donc ça peut monter la facture. Donc, nécessairement, d'avoir une discussion entre conjoints, justement, pour permettre d'avoir une décision qui va être plus éclairée, ça permet d'avoir une paix d'esprit et d'enlever peut-être de la pression sur les épaules du conjoint survivant. Donc, au bout du compte, c'est de savoir est-ce que la personne désire être exposée? Est-ce qu'elle veut avoir un service religieux à l'église, dans un salon funéraire? Si la personne désire être incinérée, qu'est-ce que vous voulez faire avec les cendres? Est-ce qu'on y va avec une urne, dans un cimetière? Est-ce qu'on veut les disposer dans la nature? Donc, il y a vraiment plusieurs options et d'avoir la discussion, ça permet, comme que j'ai mentionné plus tôt, d'avoir une libération en quelque sorte parce qu'on sait qu'on prend la bonne décision. Une autre option, ça pourrait être d'y aller avec des préarrangements funéraires. Sans émotion, c'est beaucoup plus facile de prendre une décision et c'est vous-même, en quelque sorte, qui la prenez. Vos volontés funéraires sont respectées et vous enlevez le poids sur les épaules du conjoint. On a fait un webinaire, en fait, il y a quelques mois avec Martine Bléfari du réseau Dignité. Donc, c'est vraiment un webinaire de 45 minutes qui explique pourquoi faire nos planifications funéraires, donc quelques avantages. Si ça vous rejoint, on vous invite fortement de l'écouter. Ça va vous permettre d'en apprendre plus. Donc, ça, c'est une possibilité aussi qu'il y a. Donc, avoir la discussion avec le conjoint, faire vos préarrangements funéraires si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et le dernier point aussi par rapport à cette considération d'arrangement funéraire que je voulais vous discuter, c'est que la responsabilité des arrangements funéraires, elle n'est pas laissée à n'importe qui. Dans le sens que pour une personne qui n'a pas préparé de testament, à qui cette responsabilité-là revient? Je vais vous citer une petite phrase que j'ai trouvée en ligne. Si le testament ne confie pas la responsabilité des arrangements funéraires au liquidateur ou s'il n'y a pas de testament, la responsabilité revient aux héritiers. Donc, la problématique avec cette situation-là, c'est surtout pour les conjoints de fait. Si vous n'avez pas de testament, le conjoint n'est pas considéré dans la dévolution légale. Prenons un exemple, je pense que ça va être plus facile de l'illustrer. Considérons monsieur et madame qui ont des enfants d'une union précédente. Ils sont ensemble depuis 20 ans, conjoints de fait, comme je mentionnais, et en cas de décès de madame sans testament, la responsabilité des arrangements funéraires revient aux héritiers, comme que je vous ai lu dans la citation plus haut. Si monsieur et les enfants de madame de l'union précédente ne sont pas en bons termes, les enfants de madame, vu que c'est eux qui sont les héritiers, vont un petit peu faire à leur tête, en quelque sorte, à savoir ce que madame veut. Ça pourrait être une possibilité. On sait que des fois, en cas de décès, les rencontres familiales ne sont pas toujours positives ou peu importe. Donc, en cas de décès, dans une situation de conjoint de fait, et que le monsieur a eu la discussion avec sa conjointe à savoir ce qu'elle veut, mais que les enfants ne veulent pas nécessairement recevoir ces informations-là, ça pourrait faire en sorte que les volontés de madame ne soient pas nécessairement respectées. Donc, monsieur pourrait se trouver un petit peu contrarié par rapport à cette situation-là. Donc, c'est un exemple qui montre justement que faire un testament et inscrire les volontés, faire les préarrangements ou sinon d'avoir eu la discussion soit avec le conjoint ou avec vos proches, c'est super important pour s'assurer qu'à votre décès, vos volontés soient respectées. Maintenant, une fois que les dispositions funéraires ont été discutées entre conjoints ou que les préarrangements ont été faits, Christelle, qu'est-ce qui peut être mis en place pour faciliter dans le pratico-pratique la succession? Très bonne question, Myriam. Ça nous emmène donc à regarder du côté des affaires personnelles. Donc, on sait qu'au règlement d'une succession, un des aspects les plus importants, c'est l'aspect financier, c'est l'aspect administratif. Donc, c'est de s'assurer qu'on a ses affaires en ordre. Et quand on parle d'avoir ses affaires en ordre, c'est par exemple de pouvoir laisser peut-être un registre ou qui va indiquer un petit peu où sont localisés nos documents légaux. Donc, où trouver notre testament, où trouver notre codicile, où trouver notre dernière déclaration d'impôt. Juste pour éviter là, le casse-tête au conjoint qui est là à ouvrir toutes les boîtes, chercher partout, poser des questions ou juste même ne pas savoir où chercher. Une autre option aussi, c'est de consigner là, donc avec le testament, donc ce registre dont je vous parle, et vraiment là, de lister la liste de toutes les choses qui peuvent aider
à la résolution de la succession, un point important, c'est les anciens employeurs. Dans la question des fonds de pension, on peut avoir un fonds de pension avec un ancien employeur. Peut-être que notre conjoint n'est pas nécessairement au courant ou peut-être a oublié qu'on a travaillé pour cet employeur-là. Donc, avoir une liste des anciens employeurs qu'on a, ça peut être très pertinent. Une liste des personnes à contacter. Donc, ça peut être nos professionnels, donc avocats, comptables, les conseillers en assurance, planification, et cetera. Une liste des amis et de la famille qu'on aimerait qu'ils soient informés du décès aussi. Donc, peut-être que le conjoint, dans son émotion, dans son deuil, ne va pas nécessairement penser à tout ça. Donc, lui laisser une liste, on pense que ça peut vraiment faire une différence là au niveau du deuil et de la liquidation et de la résolution de la succession. Il y a d'autres choses à considérer qui ne sont pas nécessairement, financières, mais si on parle de, avec qui on a notre téléphone, les accès à nos courriels, pouvoir fermer tous ces comptes-là, les médias sociaux, les abonnements qu'on avait donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses, qu'on a ouvert au travers de notre vie, que le conjoint n'est pas nécessairement au courant qu'on a un abonnement avec tel ou tel. Donc si jamais on continue de payer ces choses-là jusqu'au moment de notre décès, si le conjoint l'ignore, comment il peut faire pour stopper les paiements, pour qu'ils arrêtent de passer, pour que ces gens-là, pour que ces fournisseurs-là cessent de réclamer les paiements? Donc la solution, c'est vraiment d'avoir un registre qui va laisser au conjoint la liste de toutes les abonnements, les personnes, les documents qui pourraient, l'aider dans la résolution de la succession. Si je peux ajouter aussi, Christelle, Bien sûr. la compagnie de télécommunications, par exemple, votre conjoint avait probablement un téléphone, c'est vous qui allez peut-être devoir l'annuler. Est-ce que, la personne avait de l'assurance invalidité personnelle, maladie grave, son assurance auto? Donc, c'est toutes Mmh. des choses qu'il faut penser à annuler justement pour pas avoir à continuer à payer, ça pour rien en quelque sorte. C'est sûr qu'on on s'attend pas nécessairement à ce que vous le fassiez dans les premiers jours, mais tu sais, dans les prochains mois ou peu importe, ben, ça peut diminuer cette facture latente-là, en quelque sorte. Absolument. Donc là, on parle d'organisation, on parle d'avoir ses affaires personnelles en ordre et la question que je te poserais, Myriam, c'est que si c'est parce que souvent dans le couple, hein, il y en a un qui est organisé, l'autre qui est un petit peu moins organisé. Si, mettons, c'est la personne justement qui avait toutes ses affaires en ordre, qui était organisée, qui décède, et en plus de ça, c'est elle qui s'occupait des finances. Mmh. Quelles conséquences ça peut avoir là par rapport à tout ça? En fait, ça serait assez chaotique que la personne, appelons-la la VP Finances justement, ça serait assez problématique que cette personne-là décède en premier en quelque sorte, côté financier. Parce qu'on sait que quand que c'est un conjoint qui prend en charge le volet financier, habituellement, l'autre conjoint est un petit peu mis de côté parce que c'est quelque chose qui pourrait ne pas l'intéresser et qui ne pose pas de questions parce qu'il sait qu'il fait 100 confiance au conjoint et que c'est lui qui va régler les factures, qui va, payer les taxes, des choses comme ça. Donc, on lui fait confiance. Mais du jour au lendemain, si le conjoint n'est plus là, c'est la personne, le conjoint survivant, qui se retrouve à faire tous ces paiements-là. Donc, il ne faut Mmh. pas oublier que le deuil est difficile. Prendre en charge les finances de la famille, alors que vous ne l'avez jamais fait auparavant, ça peut vous paraître au-dessus de vos forces au départ. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'on conseille de faire des rencontres peut-être entre conjoints, des rencontres du style plus informel pour que les deux conjoints soient au courant de à quoi ressemblent les finances du couple, mais dans le côté aussi plus administratif. Tu sais, par exemple, Hydro, les compagnies de télécommunications pour les lignes téléphoniques, Internet, télé, Netflix, Disney, Spotify, donc tout plein d'abonnements que c'est une des deux personnes qui paye, l'assurance habitation, les taxes scolaires, municipales et même l'hypothèque pour les personnes qui sont propriétaires. Et sinon, si vous êtes locataire, le loyer, il est payable quand? On le paye à qui? Fait que pour chacune de ces factures-là, le VP Finance pourrait faire un genre de tableau indiquant justement c'est quand que les paiements ils passent dans quel compte? Est-ce que c'est la personne qui le paye avec son compte individuel ou avec sa carte de crédit ou ça passe dans le compte conjoint? Donc, c'est différentes informations qui sont super faciles à soulever par la personne qui s'occupe des finances, mais pour la personne qui s'en est jamais occupée, ça peut paraître être un casse-tête. Et aussi, si
les noms d'utilisateurs sont utilisés par la personne qui est malheureusement décédée, là, le conjoint survivant, il doit commencer à contacter toutes les compagnies parce qu'il n'y a aucunement accès à ces informations-là. Donc, de laisser les noms d'utilisateurs, les mots de passe, avec le tableau justement dont je vous parlais qui est listé chacune des compagnies, inscrire quand le montant passe, avec quel compte, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Déjà là, ça peut sauver beaucoup de temps au conjoint et justement lui donner l'information à savoir où est-ce qu'il peut retrouver ce tableau-là en cas de décès pour justement essayer d'apporter une certaine libération au conjoint. Point super important qui est souvent oublié, c'est qu'il est super important d'avoir un compte individuel. Plusieurs personnes fonctionnent seulement avec un compte conjoint dans le sens que toutes les payes rentrent dans le compte conjoint et par la suite, à partir du compte conjoint, les factures sont payées. La problématique qu'on peut retrouver avec cette situation-là, c'est qu'en cas de décès, les comptes conjoints, ils sont gelés jusqu'au règlement de la succession. Donc, ça fait en sorte que si votre compte conjoint est gelé et vous n'avez aucun compte individuel, vous devez aller vous ouvrir des comptes avec une institution financière et ça peut justement ralentir ce processus-là. Il ne faut pas oublier que vos factures d'hydro ou votre hypothèque, elle doit être payée immédiatement et non pas au moment de l'ouverture de votre compte. Donc, ça peut rajouter un stress supplémentaire. Donc, qu'est-ce qu'on suggère? C'est dès maintenant, si vous n'avez pas de compte individuel, d'aller chacun vous ouvrir un compte individuel. Pas grave si vous n'avez pas de montant à l'intérieur, c'est vraiment juste s'assurer que vous en avez un pour justement que le compte ne soit pas gelé si jamais il arrive quelque chose à un des deux conjoints. Donc, une fois que le tableau est monté, que le conjoint qui ne s'occupe pas des finances en quelque sorte a eu une petite éducation et qui sait où le retrouver, donc les deux membres du couple sont à l'aise avec le volet administratif des finances, il faut payer les factures. Christelle, la question que j'aurais tendance à soulever, c'est si un des deux membres du couple décède, le conjoint survivant, que ce soit le VP Finance ou pas, se retrouve avec seulement son revenu pour couvrir le coût de vie familial qui était autrefois supporté par les deux salaires, en fait, les deux membres du couple. Dans cette situation-là, comment une personne peut y arriver avec son seul revenu? C'est une excellente question, Myriam. Et souvent, quand on pense au décès dans la planification, on s'imagine toujours, ah bon, ben, c'est un couple, le décès va survenir à 95 ans, les enfants sont partis, les petits-enfants sont presque tous indépendants. Mais le décès, ça peut survenir n'importe quand et ça peut arriver pour un couple qui a des enfants qui sont encore à leur charge. Et à ce moment-là, quand on parle de l'aspect financier, ça prend toute une autre dimension. Donc, imaginons qu'on est une jeune famille, donc les enfants sont présents, ils sont dans un âge qui est encore assez jeune. Quelles conséquences ça peut avoir sur le niveau de vie familial? Donc, on se retrouve avec un seul salaire et on se retrouve avec le même ou quasiment le même niveau de facture. Donc, c'est pas parce qu'un des conjoints est décédé que la facture d'électricité va drastiquement diminuer, et cetera, et cetera. Ça se peut que le budget, peut-être le linge ou des choses comme ça va diminuer, mais la maison reste la même, les factures qui viennent avec la maison restent la même, les études ou l'école des enfants, les activités restent les mêmes. Donc, il faut quand même réussir à maintenir ce niveau de vie familial-là. Et quand on regarde cet aspect-là, une des choses qui peut nous aider à avoir la paix d'esprit ou à assurer que notre conjoint ait la paix d'esprit, c'est de regarder au niveau de l'assurance vie. Donc, souvent, quand on fait les analyses, parce qu'on les fait pour les clients, ces analyses-là au niveau de l'assurance vie, de s'assurer que la protection est nécessaire, il y a des cas où on se rend compte que le montant qu'il faudrait, donc pour vraiment maintenir le niveau de vie de la famille, peut être assez important. Donc, prenons par exemple l'exemple d'un couple, ils font à peu près 65 000 $ chaque par année et on décide qu'on veut combler donc 80% du revenu net du conjoint qui est décédé. Ça nous amène à un total d'à peu près 360 000 $. Donc ça, c'est vraiment du moment du décès jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait 18 ou 20 ans. Dans notre cas, on a vraiment un jeune enfant qui est né récemment, donc on a un montant qui est un petit peu plus important. Donc d'emblée, on a besoin de 360 000 sur les 15-18 prochaines années. Ensuite, il y a la question des dettes. Donc,
quand on a un décès et qu'on est propriétaire d'une maison, la façon dont on fait nos analyses, c'est ce qu'on se dit, bon, on a par exemple 400 000 d'hypothèque. Est-ce qu'on veut laisser cette hypothèque-là à la charge de notre conjoint qui est endeuillé, qui qui a un seul revenu, qui a les enfants à s'occuper, qui va avoir encore moins de temps, et cetera, et cetera. Donc la réponse souvent, c'est non. On veut que l'assurance vie vienne régler l'hypothèque et pas juste la moitié ou la part du conjoint qui est décédé, mais vraiment qu'elle la règle au complet. Comme ça, on s'assure que notre famille a un toit sur la tête, que la maison est payée, qu'il n'y a pas il n'y a pas la question de penser: «Est-ce que mon conjoint va pouvoir se qualifier seul pour l'hypothèque?» parce que c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que mes enfants, on va devoir les bousculer et faire et faire en sorte qu'il y ait un déménagement en plus d'avoir un deuil, en plus d'avoir d'avoir perdu un parent? Donc non, on veut éviter tout ça, on veut laisser la tête tranquille à notre conjoint. Donc on se tourne du côté de l'assurance vie temporaire qui est relativement abordable et on comble les dettes. Donc on rembourse les dettes au décès et on assure de laisser un coussin donc, quelques centaines de milliers de dollars, si on a vraiment des jeunes enfants, pour s'assurer que le niveau de vie familial ne sera pas drastiquement changé, quand si on part relativement à un jeune âge. Donc ça, c'est un aspect qui est important à considérer. Une chose aussi souvent que les clients vont nous dire, c'est: «Ah ben, on a une assurance hypothécaire». L'assurance hypothécaire nous protège, oui, en effet, mais ce qu'elle protège surtout, en fait, beh, c'est la banque, c'est le prêt en lui-même. Donc il est important de faire la différence là entre l'assurance hypothécaire et l'assurance vie personnelle. Quand on souscrit une hypothèque et qu'on achète une assurance prêt hypothécaire qui va avec, la première chose importante à savoir, c'est que l'assurance hypothécaire est relativement chère. Son coût va diminuer à travers le temps parce qu'elle est la prime est calculée en fonction enfin, sur le pourcentage de la dette. Donc au début, c'est relativement cher, puis ça va diminuer avec le temps. Mais quand on regarde quand on fait le calcul au total de ce qu'on paye, sur une assurance hypothécaire, il n'y a pas une seule fois où l'assurance hypothécaire a été plus abordable que l'assurance vie personnelle. Donc, c'est que c'est un véhicule c'est une assurance qui est quand même relativement chère. Et l'aspect qui est aussi important, comme je vous disais, c'est que ce n'est pas votre conjoint ou vous qui êtes propriétaire de cette assurance-là. Donc, au décès, l'assurance hypothécaire, elle verse le capital à la banque. Donc, la banque est propriétaire du contrat, la banque est bénéficiaire du contrat. Donc, vous ne verrez jamais un sou de cet argent-là dans vos poches. Contrairement à l'assurance vie. Contrairement à l'assurance vie qui a, beaucoup plus de flexibilité, donc on peut décider du montant, on peut l'augmenter, on peut le diminuer à notre gré. On peut aussi y ajouter plusieurs avenants. Donc, les avenants, c'est ce qu'on appelle là les options dans le langage de l'assurance. Donc, c'est des options on peut vraiment personnaliser l'assurance vie en fonction des besoins qu'on a. Donc, décider qu'on n'aura pas besoin de payer les primes si jamais on vit une invalidité et que et qu'on ne peut pas travailler, donc que nos revenus d'emploi sont diminués. Donc, des choses comme ça. Donc, le fait que l'assurance vie est moins chère, le fait que c'est vous qui êtes propriétaire, le fait que c'est vous qui recevez les fonds, le fait qu'elle est beaucoup plus flexible, le fait que c'est un coût fixe aussi, donc vous allez payer toujours le même montant d'assurance vie. Donc tous ces aspects-là font qu'on favorise l'assurance vie, heu, versus l'assurance hypothécaire. Christelle, Un autre si je peux oui. ajouter aussi par rapport à ce que tu mentionnais, Mmh dans mh. l'exemple, des chiffres que Christelle a mentionnés juste avant, on Mmh mh. considère la dette de 400 000 parce qu'on pourrait conseiller de le payer, mais certaines personnes pourraient dire: «Non, moi, je ne veux pas le payer tout de suite, je préfère investir cet argent-là et garder mon hypothèque». Donc, Mmh c'est mh. une flexibilité supplémentaire qu'on a comparativement à l'assurance hypothécaire qu'eux, ils ne décident pas pour vous s'ils vous remettent l'argent ou s'ils payent l'hypothèque. Ils payent tout simplement l'hypothèque. Donc, Absolument. cette flexibilité-là, pardon, peut être quand même importante aux yeux de certains investisseurs qui croient, par exemple, au marché boursier ou peu importe, ou tout simplement, ils pourraient décider de rembourser l'hypothèque, mais au moins, vous avez la flexibilité de choisir entre l'assurance vie, si vous remboursez l'hypothèque ou justement si vous voulez la garder investie. Absolument, très important, merci beaucoup.
Et donc, on parle de payer les factures seules. Au décès, les factures ne s'arrêtent pas. On s'entend, elles continuent parce que vous continuez de vivre dans la maison, vous continuez d'utiliser l'électricité, les enfants continuent, tout le monde continue de prendre sa douche, donc les factures, elles continuent au décès. Et si on n'a pas ce bénéfice-là d'avoir de l'assurance vie, mais on doit trouver une façon d'avoir les fonds. Donc souvent, les gens vont se dire: «Bon, est-ce que, les notaires, notamment le conseil de puiser dans la carte de crédit, ce n'est pas la bonne option». On peut aussi se dire: «Beh, je vais retirer de mes propres placements pour combler toutes les dépenses, pour combler les factures» et cetera. Encore une fois, est-ce que c'est la meilleure option? Parce que ça vient gruger dans notre épargne retraite et puis on va quand même la prendre notre retraite un jour, donc pourquoi est-ce qu'on la mettrait en péril? On peut aller retirer dans les REER. Souvent, on a des clients qui vont avoir seulement de l'argent enregistré. Si vous posez la question à Guy, Myriam ou moi: «Est-ce que c'est une bonne option de retirer de mon REER?» J'espère ou j'imagine que vous connaissez la réponse. La réponse est non, parce que tout simplement, ça vient avec de l'impôt et ça coûte trop cher. Donc encore une fois, l'assurance reste une excellente solution qui va premièrement nous permettre de maintenir là la 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 pertinence et la bonne planification au niveau de notre retraite, qui va nous permettre de ne pas gruger dans notre épargne personnelle, qui va nous permettre de ne pas s'endetter en utilisant les cartes de crédit et qui va en plus permettre d'avoir des fonds rapidement. Parce que l'assurance, comparée à attendre la fin du processus du règlement de la succession, c'est que l'assurance, elle verse les fonds assez rapidement. Donc, régler une succession, si peut-être vous l'avez déjà fait, peut-être vous ne l'avez pas encore fait, mais on peut parler de mois, hein. Donc, ça peut vraiment s'échelonner sur 1, 2, 3, 4 mois. Et en général, je vous dirais la moyenne est à peu près de 3 mois. Donc, si on parle de recevoir de l'assurance vie, eh bien, vous pouvez recevoir l'assurance vie peut-être en une question de semaines. Donc, c'est un processus qui est très rapide. Le décès survient, vous contactez l'assureur, vous lui faites parvenir le certificat de décès et ça va être très rapide avant que vous receviez les fonds dans le compte bancaire. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir l'utiliser pour payer, pour continuer de payer les factures, plutôt que d'aller puiser dans votre propre épargne personnelle ou de vous endetter avec les cartes de crédit. Donc, très important à ce niveau-là. Mmh. Génial. Ah, oui? Voulais-tu Mais en rajouter? fait, non, c'est très clair. La seule chose que je pensais, en fait, c'est qu'on a reçu une question, Oui, donc je vais la poser. bien Est-ce sûr. qu'il existe une liste de tous les différents comptes, abonnements à fermer au décès du conjoint? Donc, présentement, nous, on n'en a pas fait une, mais c'était dans notre intention, possiblement dans les prochains mois, de faire un webinaire sur justement un genre de checklist, en quelque sorte, à laisser justement à une personne endeuillée ou peu importe. Donc, un checklist pour permettre au conjoint d'avoir quelque chose de super facile à utiliser pour ces vérifications-là. Donc, plutôt que de le laisser dans, euh, dans dans l'invariable ou peu importe, de ne pas savoir où aller, ben nous, on pensait faire un webinaire à ce sujet-là dans les prochains mois. Ou sinon, si jamais on décide d'en faire un autre sujet ou peu importe, la personne à qui ça l'intéresse pourrait tout simplement nous écrire et on pourrait envoyer la petite checklist qu'on a l'intention de créer justement au profit de nos clients. Oui, absolument. Rester à l'affût parce que, donc souvent on parle de grandes finances, hein, de placement, d'assurance, de planification successorale, mais comme Myriam l'a mentionné, on a décidé là prochainement cette année de faire un webinaire sur les finances là, les finances personnelles là, le day to day, comment faire pour être sûr qu'on est bien structuré. La structure n'est pas pour tout le monde et c'est pas tout le monde qui l'apprécie, mais ça vaut quand même la peine de savoir ce qui est possible de faire pour s'assurer que nos finances personnelles sont en ordre. Donc à ce moment-là, c'est sûr que la liste là, de tous ces comptes sera disponible et partagée à l'ensemble de la clientèle. Tout à Mhm. fait. Donc, On le prend en euh, note. oui, absolument. Myriam, est-ce que tu voudrais nous parler donc de l'importance de faire son testament et surtout de bien le faire et les cas de figure dans lesquels le fait de ne pas avoir de testament peut être problématique? Oui. En fait, avant d'en parler, je vais revenir au sujet du webinaire. Le Mhm, titre, quoi faire pour assurer le bien-être du conjoint en cas de décès? La première chose, en fait, qu'il faut penser, décès, testament. Le testament au décès, c'est le document central
qui dicte la suite des choses. Donc, on vous conseille dès maintenant, si vous n'en avez pas, de prendre rendez-vous avec un notaire pour faire votre testament ou sinon juste de refaire une lecture à savoir si votre testament respecte toujours vos volontés. Donc, ça, c'est la première chose vraiment importante. Petite parenthèse, encore une fois, je vous invite à consulter notre page YouTube et d'aller écouter le webinaire Testament et mandat d'inaptitude, mythes et réalités que notre experte, Maître Natacha Hébert, a gentiment accepté de présenter. Donc, c'est un webinaire qui dure encore une fois à peu près 45 minutes et qui pose plusieurs questions à savoir, selon votre état civil, quels sont les impacts ou c'est quoi les sujets que les personnes ont tendance à penser qui peuvent être faux ou peu importe. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, encore une fois, je vous conseille d'aller l'écouter. C'est une belle banque d'informations. Donc, la chaîne YouTube, super important d'aller l'écouter si jamais vous ne pouvez pas écouter en direct avec nous les webinaires. Donc, si je reviens au sujet du testament, quels sont les impacts de ne pas avoir de testament au décès? Donc, premièrement, sans testament, c'est la dévolution légale qui s'applique et qui décide pour vous, en quelque sorte, qui sont vos héritiers. Pour les conjoints de fait, avec enfants, ça devient très problématique. Je vous l'ai un petit peu soulevé plus tôt, mais au niveau légal, le conjoint de fait n'est pas considéré. Donc, regardons ensemble, Christelle, la prochaine diapositive. On va faire quelques cas de figure, en fait, pour vous illustrer la raison de pourquoi c'est important de faire un testament dans différentes situations. Donc, prenons un exemple. Monsieur et madame sont ensemble depuis 10 ans, ont 2 jeunes enfants, disons 7 et 5 ans. Ils n'ont pas eu le temps de faire leur testament et malheureusement, monsieur décède. Si on regarde le tableau qui est à l'écran, la réponse à la première question, c'est, en fait, la question, avant de parler de la réponse, on va regarder la première question. La question est de savoir si la personne qui est décédée était mariée. Dans leur cas, comme que je vous ai présenté, non, ils n'étaient pas mariés. Ils étaient seulement, en guillemets, conjoints de fait. Donc, on passe à la section non. La prochaine question, c'est est-ce que vous avez des enfants? Dans leur cas, oui, ils ont 2 enfants de 7 et 5 ans. Donc, dans ces situations, comme vous pouvez voir, ce sont les enfants qui vont hériter de la succession en entier. Ainsi, tous les actifs de monsieur, son épargne retraite, sa voiture, ses comptes bancaires, sa part de la résidence, vraiment tous ces actifs se retrouvent entre les mains des enfants. Madame, comme qu'on vous a parlé dans les considérations passées dans le webinaire, Madame doit continuer à payer les factures de la famille avec son unique revenu. Vous comprendrez que ce n'est pas vraiment la situation idéale. En plus de se retrouver propriétaire de la résidence avec ses propres enfants. Donc, en cas de conjoint de fait, je pense que la situation est quand même assez évidente. C'est super important de faire un testament pour s'assurer, en fait, que le plan de retraite également du conjoint n'est pas mis en péril. Parce qu'au bout du compte, si une personne faisait un plan de retraite en fonction des actifs des deux, ben si les enfants héritent de la part de monsieur, le plan de retraite de madame est peut-être mis en péril. Donc, super important, testament, c'est la base. Donc, pour le conjoint de fait, voici les réponses. Maintenant, dans la situation d'un couple marié, on se fait souvent poser la question, est-ce que le mariage protège le conjoint survivant? C'est certain que le mariage apporte une protection, mais ça ne vous protège pas de tout. En effet, au décès du conjoint, il va y avoir un partage du patrimoine familial et autres actifs, tout dépendamment de la manière dont vous êtes marié, donc le régime matrimonial, mais je ne vais pas entrer dans les détails de la société d'acquis ou de la séparation de biens parce que ça devient quand même assez complexe. Donc, je vais vraiment me limiter au patrimoine familial. Disons que le patrimoine familial de ce couple-là a une valeur d'à peu près 500 000. Chaque conjoint se retrouve avec, en cas de divorce ou en cas de décès, restons au décès dans notre situation, avec une valeur de 250 000. Donc, le patrimoine familial vaut 500 000. Au décès, chaque personne se retrouve avec une valeur d'approximativement 250 000. En cas de décès de monsieur, encore une fois, madame garde une valeur de 250 000, mais la part de 250 000 de monsieur qui est décédé sans testament, qu'est-ce qui arrive? On va revenir au tableau qu'on a discuté tout à l'heure. Donc, première question, ça reste la même qu'on soit conjoint de fait ou pas. La première question, c'est est-ce que vous êtes marié? Dans ce cas-ci, oui, les conjoints sont mariés. Donc, on passe à la prochaine question. Est-ce que vous avez des enfants? La réponse est oui. Vu qu'on est dans la même situation que tantôt, j'ai juste changé l'état civil. Donc, oui, on a des enfants de 7
et 5 ans. Donc, dans ce cas-là, si on regarde, en fait, c'est quand même écrit ici, mais je vais vous lire. Dans cette situation-là, le conjoint hérite du tiers de la succession de monsieur et les enfants se partagent le 2/3 en parts égales. Ainsi, le 250 000 dont je vous parlais du patrimoine familial est divisé au tiers au conjoint survivant et aux 2/3 aux enfants en parts égales. Ainsi, vous comprendrez que madame a une certaine protection avec le concept du patrimoine familial, mais elle reçoit uniquement le tiers de la part du patrimoine familial de son mari. Elle se retrouve encore une fois propriétaire de la résidence avec ses enfants. Donc, ça l'emmène une certaine complexité dans ce cas-là. Donc, autant marié que conjoint de fait, si on n'a pas de testament, c'est problématique. Donc, 50% des gens n'ont pas de testament. Donc, une personne sur deux n'a pas de testament. On vous invite fortement à prendre rendez-vous avec un notaire dès maintenant si c'est votre cas ou que votre testament actuel ne respecte pas vos volontés. Donc, en résumé, pour cette considération-ci qui est l'importance du testament, le mariage apporte une certaine protection d'office, mais avec un testament mis en place pour les conjoints de fait, vous vous protégez selon vos volontés. Donc, être conjoint de fait ou marié n'a pas nécessairement une protection supérieure, bel et bien au décès, je parle. Vous pouvez le moduler comme que vous voulez, en quelque sorte, ce testament-là. Donc, le testament est primordial et le testament assure le bien-être du conjoint survivant. Petit parallèle aussi, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais je pense que c'est important de le ressoulever maintenant qu'on a parlé de l'importance du testament, c'est qu'on fait de la gestion de patrimoine, en fait. Donc, sans testament, le plan de retraite qui était autrefois conjoint, il est à revoir. Donc, au décès, c'est un changement qu'on considère assez majeur pour refaire le plan de retraite. Donc, on repart à zéro en fonction justement de vos actifs et des actifs qui ont possiblement été roulés au conjoint. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait quand même assez systématiquement en cas de décès, mais on reprend le temps de refaire une planification de retraite pour s'assurer que votre retraite est suffisamment capitalisée ou peu importe pour qu'il n'y ait pas un stress supplémentaire. Donc, c'est pour ça que l'assurance vie, super important, testament aussi. Donc, vraiment différents concepts qu'on doit mettre de l'avant pour assurer le bien-être du conjoint survivant. Absolument. Et un aspect, Myriam, qu'on a eu plusieurs fois dans la clientèle, c'est dans le cas de conjoints de fait où un des conjoints de fait n'est pas encore divorcé de sa précédente union, donc il était marié avant. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est assez problématique parce qu'une personne qui n'est pas divorcée est toujours considérée mariée au sens de la loi. Donc, en cas de décès, une personne, justement, est conjoint de fait ou peu importe, comme on l'a mentionné tout à l'heure, conjoint de fait n'est pas reconnu au sens de la loi. Donc, si vous n'avez pas de testament, le conjoint de fait ne serait tout simplement pas reconnu. Si vous avez un testament et que vous décidez de tout donner à votre conjointe, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il ne faut pas oublier que l'ex-conjoint, donc la personne, l'ex-mariée ou l'ex-femme, peut réclamer des sommes d'argent à votre succession. Je vous ai parlé tout à l'heure du patrimoine familial. S'il n'y a jamais eu de divorce, il pourrait ne pas avoir eu de partage du patrimoine familial. Donc, l'ex-conjoint pourrait hériter d'une partie ou de la totalité de vos biens à votre décès. Donc, si vous avez justement une autre union et que vous n'êtes pas encore divorcé, c'est super important. En fait, on vous incite fortement à rentrer dans les procédures, malheureusement, de divorce. C'est sûr que des fois, c'est difficile parce que ça nous fait revenir dans des situations peut-être qu'on a trouvées difficiles ou peu importe. Mais imaginez la situation que le conjoint de fait, justement, votre nouveau conjoint, doivent dealer en quelque sorte, je vais le dire comme ça, avec votre ex-conjoint. Donc, la personne, votre nouveau conjoint de fait, vit un deuil. Elle doit régler la succession, par exemple, si vous l'avez nommé comme liquidateur pour votre testament, et elle doit en plus régler le partage du patrimoine familial avec votre ex-conjoint. Donc, ça fait un gros mélange d'émotions qui peut être assez difficile à gérer par le nouveau conjoint, en quelque sorte. Absolument. Donc, je veux juste bien réitérer, on peut avoir un nouveau conjoint, avoir mis à jour son testament, « Ah, je lègue tout à mon nouveau conjoint »,
Si on est encore marié, il peut quand même y avoir des problèmes. Exact. Ouais. Donc, le jugement de divorce, super important. Il y a peut-être quelques personnes qui auraient pu faire le partage du patrimoine familial sans le divorce. Je crois que c'est quelque chose qui est possible. Ça serait peut-être important de valider avec un expert vraiment pour savoir où est-ce que vous en êtes rendu dans votre divorce. Mais tant que vous n'êtes pas divorcé officiellement, vous avez toujours des obligations. Donc, il faut vraiment clore le dossier et avoir le jugement de divorce si vous voulez vraiment avoir la tête assurée qu'il n'y aura aucun impact au décès. Absolument. Ça nous emmène au dernier point qu'on voulait aborder aujourd'hui. Dans le cas d'une planification successorale, donc quand on parle là d'assurer le bien-être de son conjoint, donc on est dans un premier décès. Donc, quand on est dans un premier décès, comme je le mentionnais plus tôt, l'aspect fiscal est de notre côté. Donc, c'est rare de dire que l'impôt est de notre côté ou que le gouvernement qui souhaite réclamer de l'impôt est de notre côté, mais du côté des premiers décès, c'est le cas. Tout simplement parce que il a été mis en place ce qu'on appelle le roulement. Donc, quand on parle de roulement, là, imaginez bien, c'est vraiment nos biens qui vont rouler à la propriété de notre conjoint. Et quand on fait ce roulement des biens-là, eh bien, il n'y a pas d'impact fiscal. Donc, on est capable de rouler absolument tout ce qui nous appartient. Donc, on parle vraiment de, même si vous avez un parc immobilier, si vous décidez de tout léguer à votre conjoint, il n'y aura pas d'impact fiscal à votre décès. Si vous avez une compagnie, qu'elle soit de gestion, qu'elle soit opérante, si vous faites le choix de la léguer à votre conjoint, il n'y a pas d'impact au décès. Pour les comptes enregistrés, évidemment, et même pour les comptes enregistrés aussi. Donc, dans le cas d'un premier décès, si le conjoint est vraiment là le bénéficiaire de tous ces biens-là, aucun impact fiscal. Donc, Exact. en fait, on maximise un petit peu ce qui va lui être légué là à notre décès. C'est sûr que si on est dans un cas où le conjoint est héritier, mais que les enfants aussi, là, à ce moment-là, c'est un petit peu différent, hein, Myriam? Oui, exact. En fait, si je peux résumer ce que Christelle a soulevé, c'est que le législateur fiscal permet le roulement fiscal, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas d'impôt à payer en cas de roulement à 100 au conjoint. On appelle ça le report d'impôt, soit reporté à plus tard, au deuxième décès du conjoint, l'impôt à payer. Dans le cas des enfants, comme Christelle a mentionné, ils pourraient avoir de l'impôt à payer immédiatement, tout dépendamment des actifs que vous décidez de léguer à vos enfants. Je vais prendre l'exemple d'un duplex. Disons que vous avez payé 150 000 et qu'il en vaut aujourd'hui 250 et que vous désirez le léguer à votre enfant. Le gain de 100 000, donc la différence entre le 250 et le 150, donc le 100 000 est imposable à 50 Donc, on se retrouve avec un 50 000 à ajouter comme gain en capital à la déclaration d'impôt de la succession dans le cas que vous désiriez vraiment laisser ce duplex-là à votre enfant. On peut donc estimer que le gain en capital à payer va être d'autour de 25 000, donc il va être payable à l'ARC, l'Agence de revenus du Canada, et à Revenu Québec. Si ce même duplex-là, vous décidiez de le léguer à votre conjoint parce que vous voulez justement léguer 100 de vos actifs à votre conjoint, il y aurait roulement et donc aucun impôt à payer. Dans le pratico-pratique, qu'est-ce qui arriverait, c'est que le conjoint serait considéré avoir acquis le duplex au prix de 150 000, donc le même prix que vous l'avez payé, et au moment du décès, on va venir en fait, au moment du décès du conjoint survivant, donc le deuxième décès, juste pour être certaine que c'est clair, on va venir évaluer la juste valeur marchande du duplex. Donc, par exemple, si ça vaut exactement la même chose, le 250 000, même chose, ça va être 100 000 d'impôts à payer. Mais par exemple, si au moment du deuxième décès, le duplex est rendu à 500 000, bien, ça va être 500 000 moins 150 000 fois 50 qui va être à payer, mais seulement au deuxième décès. Donc, le conjoint n'a pas nécessairement à dealer en quelque sorte avec une facture fiscale parce que ça va être la succession du deuxième conjoint qui va avoir toute cette tâche administrative fiscale-là à payer. Donc, si vous désirez faire des legs à d'autres personnes que votre conjoint, vous devriez considérer de leur léguer des actifs qui n'ont pas beaucoup d'impôts latents. Les notaires peuvent ajouter comme clause dans le testament de permettre aux liquidateurs d'optimiser fiscalement les legs en fonction des héritiers. Donc, nécessairement, vous rentreriez
en contact avec un professionnel qui pourrait vous guider quant à cette optimisation fiscale-là. Donc, vous n'êtes pas obligé de dire, par exemple, moi, je lègue cet actif-là à cette personne-là ou peu importe. Vous pouvez rester avec vos pourcentages ou avec vos parts à chaque personne, mais simplement d'ajouter que vous laissez la flexibilité à votre liquidateur de rencontrer un spécialiste qui va pouvoir prendre ces décisions-là pour vous, pourrait justement vous apporter un certain avantage côté fiscal si vous désirez que vos enfants ou qu'un membre de votre famille soit considéré comme héritier de votre succession. Absolument. Et juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Myriam, donc avoir cette optimisation fiscale-là comme option dans le testament, c'est très important. Et une autre chose aussi qui peut vous permettre là en fait, de maximiser ou de vous assurer que la part que vous vouliez laisser à votre conjoint n'est pas grugée par l'impôt si jamais vous incluez aussi vos enfants ou d'autres bénéficiaires de votre héritage, c'est de regarder du côté des assurances. Donc, souvent, on l'utilise également aussi là pour venir payer ce gain en capital-là sur l'immobilier. On peut l'utiliser comme stratégie pour éviter une double imposition quand on parle de compagnie en termes corporatifs. Donc, il y a des options quand même. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de tout rouler à votre conjoint au premier décès. Si jamais vous souhaitez quand même inclure d'autres personnes, vos enfants ou d'autres personnes dans vos legs, vous pouvez le faire et il y a des options pour faire en sorte que votre conjoint ne soit pas pénalisé et que les choses soient faites vraiment là de la façon la plus optimisée fiscalement là, au mieux. Voilà. Alors, ça nous emmène à la conclusion pour aujourd'hui. Les points donc qu'on a mentionnés, ce qui est important de retenir, donc c'est vraiment d'ordonner vos affaires. Donc qu'elles soient financières ou qu'elles soient personnelles, d'avoir de l'ordre, de sorte à ce que votre conjoint ne se retrouve pas avec un casse-tête. Le point que Myriam là a mentionné pendant la présentation par rapport à l'accès donc au nom d'utilisateur sur tous les abonnements, ça m'a juste fait rire doucement parce que dans mon couple, bon, oui, OK, je travaille en finance, donc c'est peut-être pour ça que je suis la VP Finance, mais même si je ne le faisais pas, je pense que je serais quand même la VP Finance parce que ce n'est pas le fort de mon conjoint. Et il n'a absolument aucune idée, peut-être même vers quel fournisseur se tourner. Si je lui posais la question, l'assurance habitation avec qui elle est, je ne pense même pas qu'il pourrait le répondre. Donc, la question de mettre en ordre les affaires financières, d'avoir ce registre-là, d'avoir cette liste-là, de peut-être aussi nommer votre conjoint, vous savez, là, pas nécessairement comme copropriétaire de tout, mais il est possible d'ajouter une deuxième personne qui a le droit d'appeler la compagnie pour discuter des comptes, etc. Donc, mettre de l'ordre dans vos affaires, ça va vraiment garantir là, un petit peu plus de paix d'esprit à votre conjoint au moment de votre départ. Une chose importante aussi, donc, c'est de regarder du côté des assurances, donc d'évaluer que vous en avez assez ou peut-être si jamais vous en avez trop, donc d'évaluer si c'est nécessaire de les diminuer. Mais on voit vraiment que l'assurance a toute sa pertinence quand on regarde le décès, quand on veut donner la paix d'esprit aux gens qu'on laisse derrière nous. C'est très important et souvent, on le voit comme un coût. On ne va pas se le cacher, c'est un coût, mais c'est un coût qui garantit une paix d'esprit. Et la paix d'esprit, ben, elle n'en a pas de coût. Donc, il faut simplement là s'asseoir pour regarder les choses et les faire là de la bonne façon possible. Et le dernier aspect, bien évidemment, c'est le testament. On ne le dira jamais assez. Myriam l'a mentionné, seulement 50% des Canadiens ont un testament. Alors, j'imagine pas le pourcentage qui ont un testament et qui est à jour et qui est optimisé, mais c'est très, très, très important. Ça peut vraiment éviter des casse-têtes et ça peut vraiment laisser la paix d'esprit à votre conjoint. Donc, tous ces aspects-là sont importants à considérer et on vous invite vraiment là de les regarder, d'y penser et de vous entourer au mieux des experts qui pourront vous accompagner dans tout ça. Voilà. Est-ce que Myriam, tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on termine? Non, j'ai pas d'autres points. En fait, la conclusion était quand même assez claire, puis je pense que ça vous permet justement de bien comprendre la situation justement en cas de décès, beaucoup dans nos émotions. Donc, on a essayé de faire un webinaire justement pour vous qui vous permet de vous libérer cette charge-là, justement, qui est très complexe en quelque sorte, en soulevant quelques considérations qui permettaient d'avoir la paix d'esprit, comme que tu l'as mentionné. Absolument. Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'en ai pas vu d'autres suite D'accord. à celui que j'ai mentionné pendant le webinaire. Donc, si jamais vous avez des questions plus précises ou peu importe,
n'hésitez pas à nous envoyer un courriel. On va prendre le temps de regarder le tout avec vous. Et sinon, on se voit le mois prochain pour le prochain webinaire. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui et à bientôt.